Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ces images sont sorties cette semaine, les Russes ont communiqué dessus. Vous voyez des hélicoptères de transport ukrainiens dont nous avons déjà parlé sur la chaîne se faire toucher par de la frappe à sous-munitions et ensuite 2 sur 3, donc un a pu apparemment partir, se font achever si je puis dire avec du tir de précision. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est revenir un petit peu dans le détail de ces frappes, mais surtout de ce qu'elles veulent dire plus de 2 ans après le début de la guerre, car c'est nouveau. Depuis maintenant quelques semaines, nous avons de plus en plus accès à ce type d'image, car il y aurait de plus en plus de frappes de précision en profondeur de la part des Russes. Attention, nous nous apprêtons à faire une vidéo qui zoome vraiment sur un détail du front, si je puis dire. Il ne faut pas perdre de vue le côté macro de ce combat. Donc cette vidéo se veut technique et se veut explicative autour des process de TST, Time Sensitive Targeting. Comment est-ce que l'on fait pour essayer de détecter et de traiter avec beaucoup d'agilité une cible adverse, spécialité des armées occidentales, spécialité auxquelles les Russes ont l'air de s'être adaptés également. Allez, jingle. Et comme je sais qu'il y a d'énormes fans du F-35 parmi vous, n'oubliez surtout pas d'aller voir cette vidéo sur comment un F-35 a abattu, avec son souffle, un autre F-35 à un moment où, pas plus tard que la semaine dernière, le F-35 a officiellement maintenant le droit d'emmener la B-61, l'arme nucléaire américaine. Donc à l'heure actuelle, si vous suivez un peu les actualités, il y a pas mal d'attaques en profondeur chez les Russes, notamment autour de leurs raffineries, autour des centres civils de raffinage, que ce soit à 200 km au sud-est de Moscou ou encore à Kastovo à 800 km de l'Ukraine. Environ 10% de la capacité de raffinerie aurait été touchée à l'heure actuelle. Et vous avez également une petite percée de la part de citoyens russes du côté ukrainien à l'heure actuelle sur le front d'Est. Ils ont bien choisi leur timing vis-à-vis des élections en Russie. Et nous n'allons pas parler de ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Nous n'allons pas parler de la frappe présumée sur les HIMARS ukrainiens, ni sur cette annonce qui a été faite que des lanceurs patriotes ont été touchés. J'estime ne pas avoir assez d'informations pour pouvoir traiter le sujet. On va revenir sur ces images, probablement filmées par un S530, les Supercam. Ce drone, c'est une sorte d'aile volante qui permet une bonne autonomie. On parle de 4h30 d'autonomie et une capacité à transmettre sa data à une centaine de kilomètres. Et surtout, à une excellente optique, ce qui va lui permettre de zoomer et de rester à distance de la cible tout en donnant en temps réel de l'information. Et c'est probablement grâce à ces Supercam, grâce à ces drones qui arrivent apparemment à voler en toute sécurité sur le front ou du côté ukrainien du front que les Russes arrivent à monter ce type d'opération de renseignement. À noter également qu'il est question depuis quelques semaines maintenant d'équiper leurs drones suicides Shahed 138 ou les différentes versions 136 avec des caméras et qui permettraient aux Russes de collecter de la data sur ces drones à sens unique suicide. Donc là, clairement, il y a une zone de ravitaillement qui a été pensée à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. C'est très proche, il faut être très mobile quand on fait ça. Néanmoins, c'est pas forcément étonnant, hein. C'est quelques dizaines de minutes de vol en hélico. Si vous voulez être opérationnel, il n'y a pas vraiment le choix, surtout si vous voulez pouvoir avoir un gros emport, donc ne pas prendre trop de pétrole. Il va falloir ravitailler souvent pour pouvoir prendre beaucoup de personnel en armes ou beaucoup de blessés. Et là, donc en coordination, vous voyez ce qui est probablement tiré depuis un Tornado. Système de 24 tonnes qui peuvent tirer 6 roquettes quasiment en même temps et couvrir avec les sous-munitions une zone d'une trentaine d'hectares. Vous voyez de l'impact de bombes à sous-munitions. Nous avons parlé de la sous-munition. À l'heure actuelle, c'est utilisé d'un côté comme de l'autre. C'est interdit pour la France, c'est interdit pour une multitude de signataires, mais les Russes, tout comme les Américains, les Ukrainiens et les Polonais, n'ont pas signé cette convention et peuvent donc l'utiliser. Le danger de la sous-munition, c'est que certaines des sous-munitions n'explosent pas, après ça contamine le champ de bataille, et c'est parti demander au Laos pour des dizaines d'années, avoir des civils qui vont se blesser, voire mourir à cause de ça. Néanmoins, la sous-munition est efficace quand vous n'avez pas une précision énorme, et donc là, l'utilisation de la sous-munition, c'est très malin, ça va faire des dégâts qui vont fixer, si je puis dire, ces hélicoptères pour après permettre d'amener des moyens plus précis
pour les terminer. L'image d'après, vous voyez qu'un des 3 hélicoptères a réussi à partir, 2 sont restés. D'après certaines sources, 2 pilotes sont décédés. Et là, ils sont finis avec de la munition de précision. Les Russes en profitent pour communiquer apparemment dans les moins de 48 heures sur l'événement et donc ont compris en cette période électorale également l'importance de la communication. Pour info, une munition de Tornado, donc il y en a 6 possibles, c'est 800 kg. Ça porte 70 à 90 km et depuis les nouvelles versions qui ont quelques années, vous pouvez aller jusqu'à 120 km avec un guidage GLONASS, donc un guidage GNSS. Le GNSS, c'est le système de guidage par satellite. Vous avez le GPS américain avec la précision militaire si vous avez des clés GPS. En France, on les a données par les Américains. Et si vous êtes russe, vous avez le GLONASS. C'est vos satellites qui permettent tout simplement par triangulation d'écouter les différents satellites, les horloges, de comparer le timing et de pouvoir vous le géolocaliser. Les Chinois ont également leur système, les Indiens également. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le concept là que l'on voit mis en œuvre, c'est une démonstration de capacité de TST. Pourquoi? Parce qu'on voit les hélicos voilure tournante. Donc ce ne peut pas être de faux hélicos, des decoys, des leurres comme on en voit des deux côtés du front. La voilure tournante, ravitaillement à chaud, ça va pas durer longtemps, seulement quelques minutes. Et pourtant, ils arrivent à les toucher, à les immobiliser. Donc le principe du Time Sensitive Targeting, c'est vous voulez taper dans un temps très restreint vos cibles et vous avez donc tout un cycle qui se décompose de la manière suivante. Find, il faut trouver par l'information, par les téléphones, par de l'intel, de l'humain, un humain qui vous donne l'information, par du ROINT, par d'autres types d'intelligence, par des capteurs, qu'il y a effectivement un poste à cet endroit-là. Ça peut également être grâce à des senseurs avec votre supercam, mais c'est pas facile sur 1200 km de front de trouver des véhicules cachés dans les bois. Ensuite, il faut les fixer. Donc il faut s'assurer que ça ne bouge pas. Derrière, il faut les traquer, donc avoir en permanence des yeux dessus. En tant que pilote de chasse, quand tu regardes en permanence une cible et que tu peux plus la quitter du regard, on dit que tu es padlock. Là, si je la perds de vue, je pourrais pas la récupérer, donc je suis padlock. Mon S350, il doit rester padlocké en permanence, surveiller ses hélicos. Et derrière, il faut s'assurer d'un point de vue targeting que c'est bon, règles d'engagement, donc sinon on va regarder s'il n'y a pas de dommages collatéraux possibles, on va s'assurer, au vu de l'effet militaire recherché, au vu de l'impact recherché, qu'on utilise le bon type d'armement, et ensuite on engage, et une fois qu'on a engagé, on assesse, on débrief, on réengage si besoin. Et là c'est ce qu'ils ont fait, sûrement dizaines de minutes plus tard, ils ont envoyé des missiles de précision qui mettaient plus de temps, le temps d'amener peut-être le drone qui a pu faire ce tir. Ou alors d'amener un autre type de vecteur qui a pu faire ce tir. Donc en résumé, le TST, c'est Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess. Sans trahir de secret, c'est une boucle qui a pris des heures à une époque, encore pas si lointaine. Pour les armées occidentales, ça pouvait prendre des fois plusieurs heures. On a réussi, à force de guerre asymétrique, à réduire cette boucle sur certains champs de bataille quelques minutes seulement. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de coordination. Et c'est là la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Cela nous montre qu'après 2 ans de guerre, on pourrait penser qu'au vu de l'attrition, les Russes ont une capacité d'une professionnalisation de l'armée qui diminue. Or, là on voit clairement que ils continuent, voire ils sont plus efficaces, plus efficients, plus modernes que ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Car clairement, ce type de frappe, on n'en voyait pas trop il y a 2 ans. Rappelez-vous, quand ils ont tiré contre des bases, les missiles tombaient à côté, ils laissaient ça comme ça. Il y avait zéro assess, zéro culture de l'amélioration continue, du débriefing, qui me tient forcément à cœur et qui tient à cœur à tous les combattants, car on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les heures nous-mêmes. Il faut apprendre de celles des autres. Et là, clairement, on voit que les Russes montent en compétences. On le savait du côté ukrainien, ils sont plus que bien coachés depuis des années. Côté russe, alors qu'ils ont plus de moyens, une capacité industrielle qui est plus forte que celle d'en face à l'heure actuelle, leur talon d'Achille pourrait être l'ARH, pourrait être les capacités des professionnels qui mettent en œuvre ces systèmes. Et quand on voit ce type de frappe, encore une fois isolé, on sait qu'ils ont encore du personnel avec un très haut niveau de technicité. Reste à savoir s'ils vont capitaliser dessus, s'ils vont réussir à former les autres, à mettre en place des process et à scaler, comme on dit dans le jargon entrepreneurial, pour que rapidement tous leurs combattants aient ces capacités de TST, car ça demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de coordination. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. On va parler de l'Ilyushin qui s'est écrasé il y a quelques jours suite à son incendie réacteur et la perte de son réacteur en vol. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Fly safe. Reçu un appel des opérations Falcon. Qui est plus proche de la zone de destruction Alpha 1? J'envoie les Hawks. Ok, envoyez les Hawks sur la zone de destruction Alpha 1. Faites converger les Hawks vers zone Alpha 1, qu'on va rapprocher à 300 pieds. Amis dans la zone.